Bonjour la famille, et bienvenue sur Histoire avec Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous, nous plongeons dans l'histoire. Avant que le monde ne connaisse Daniel Okafor, il était un homme aux chaussures d'emprunt et à l'ambition fanée. Myriam se souvenait du premier jour où elle l'avait rencontré comme si c'était hier. Il venait de rater un énième entretien d'embauche et était assis sous un arbre, frustré et pieds nus après que ses chaussures se fussent déchirées. Elle lui avait offert une bouteille d'eau et une conversation tranquille. Il parlait avec passion, sans apitoiement sur son sort. Et elle écoutait, captivée par la façon dont il parlait de son rêve de créer une entreprise immobilière qui construirait des foyers, pas seulement des maisons. À l'époque, elle travaillait dans une imprimerie et vivait chez sa cousine, joignant à peine les deux bouts. Mais d'une manière ou d'une autre, dans la voix de Daniel, elle voyait plus que des rêves. Elle voyait un potentiel. Elle voyait quelqu'un qui avait besoin d'une raison de croire à nouveau, alors elle lui en a donné une. Elle-même. Quand Daniel a finalement eu le courage de poursuivre son idée d'entreprise, Myriam fut celle qui le soutint. Elle l'aida à rédiger un plan d'affaires à la lueur d'une bougie sur un ordinateur portable d'occasion, et ce furent ses 150 000 Naira d'économie, destinés à son propre déménagement, qui financèrent ses documents d'enregistrement et ses premières cartes de visite. « Tu crois trop en moi », lui chuchota-t-il une nuit, alors qu'elle tapait une lettre à un investisseur potentiel en son nom. « Non », répondit-elle en chuchotant, posant sa main sur sa poitrine. « Je crois en ce que nous construisons. » Les jours étaient durs. Il y eut des moments où il n'avait que du gari pour dîner. Il rentrait d'humeur maussade après des présentations ratées, et elle lui massait les épaules en lui disant « Un jour, ils t'appelleront par ton nom. Un jour, ils regretteront de ne pas avoir cru en toi. » Elle ne savait pas encore que ces mêmes épaules qu'elle réconfortait se détourneraient un jour d'elle. Leur tout premier bureau était un espace d'une seule pièce, coincé entre un salon de coiffure et une petite boutique de tailleur. La peinture s'écaillait dans les coins et le ventilateur grinçait plus fort que les clients qui entraient. Mais Myriam en fit un foyer. Elle plaça une petite citation encadrée sur le bureau de Daniel qui disait « Tout empire commence par la foi » et apportait chaque lundi des fleurs du jardin de sa mère. Daniel partait tôt pour chercher des clients et parcourait la ville avec des chaussures usées, tandis que Myriam restait derrière, gérant les factures, répondant aux emails, s'occupant des permis et gérant leurs impôts avec précision. Elle n'était pas seulement la secrétaire. Elle en était la colonne vertébrale. Pourtant, lorsqu'il se présentait à de nouveaux clients, Daniel disait « Voici ma femme. Elle m'aide juste avec l'administratif. » Elle souriait, ravalant sa fierté comme une pilule quotidienne, et se rappelait que ce qui comptait, c'était la vision qu'il construisait, pas qui en recevait le crédit. Leur entreprise a lentement décollé. Le bruit courut qu'ils étaient fiables, et le charme de Daniel aida à ouvrir des portes. Mais c'est la constance de Myriam qui empêcha ces portes de se refermer. Elle créa leur premier logo. Elle apprit à dessiner des croquis architecturaux simples. Elle apprit même la comptabilité en autodidacte, en suivant des tutoriels en ligne la nuit, longtemps après que Daniel se fût couché. Parfois, elle s'asseyait seule, regardant le réfrigérateur vide, calculant quelle facture pouvait attendre une semaine de plus. Pourtant, elle ne se plaignit jamais. Pas quand Daniel a commencé à s'habiller plus élégamment et à rester dehors plus longtemps. Pas quand il oubliait de dire aux clients quelle était sa femme. Et même pas quand sa mère laissa entendre, lors d'une visite, « Cette entreprise a vraiment changé mon fils. Tu as bien fait de le soutenir. Mais tu ne veux pas rester trop confortablement à l'arrière, n'est-ce pas ?» Myriam avait ri à l'époque, incertaine de ce que la femme voulait dire. Mais au fond d'elle, une douleur silencieuse avait commencé à s'installer, une douleur qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Elle se rassurait en se disant qu'elle le laissait simplement briller. C'était toujours leur rêve, après tout. N'est-ce pas? Cela a commencé subtilement, comme une fissure se formant derrière une photo encadrée. Au début, Myriam remarqua que Daniel devenait impatient face à ses questions, les conduisant avec des réponses sèches ou des hochements de tête silencieux. « Tu poses toujours trop de questions, Myriam », dit-il une fois lorsqu'elle l'interrogea sur une facture manquante. Il admirait autrefois son souci du détail. Maintenant, il le traitait comme un reproche. Il commença à prendre des appels professionnels dans la salle de bain. Les réunions se prolongeaient tard dans la nuit. Et quand elle proposa de l'accompagner sur les chantiers,
il répondit sèchement, « Ce n'est pas la peine. Tu ne comprendrais pas le langage du client. » Elle cligna des yeux, confuse. « Mais je suis toujours venu avec toi, dit-elle. » Il ne répondit pas. Il prit simplement ses clés de voiture et la laissa debout dans le couloir. Cette nuit-là, elle regarda leur dîner refroidir en attendant son retour. Il ne rentra jamais. Le lendemain matin, Daniel s'excusa, mais seulement en passant. « Le travail a été fou », marmonna-t-il en serrant sa cravate. Elle hocha la tête, espérant que les choses reviendraient à la normale. Mais au lieu de cela, la froideur s'intensifia. Il se mit à dormir sur le bord du lit, faisant défiler son téléphone jusque tard dans la nuit. Quand elle tendit la main vers lui, il fit semblant de dormir. Leurs conversations se réduisirent aux horaires, aux factures et aux rapports. Un soir, Myriam sortit de vieux albums photos pour tenter de renouer le contact. « Tu te souviens de ça ?» sourit-elle en montrant une photo jaunie d'eux à la plage, riant avec de la glace coulant sur leurs mains. Daniel y jeta un coup d'œil et dit, « C'était il y a des années, Myriam. Les gens changent. » Puis il se retourna vers son ordinateur portable. Sa gorge se serra. Il n'avait même pas regardé la photo à nouveau. Et c'est là qu'elle sentit que quelque chose lui glissait entre les doigts. Et elle n'avait aucune idée de comment le rattraper. Elle le sentit avant de le voir. Un parfum persistant qui n'avait rien à faire chez eux, floral, cher, féminin. Myriam se tenait dans leur chambre, reniflant l'air tout en pliant le linge. L'odeur s'accrochait au drap comme un secret, refusant de disparaître au lavage. Plus tard dans la nuit, elle demanda nonchalamment, « Quelqu'un est passé à la maison aujourd'hui ?» Daniel ne leva pas les yeux de son téléphone. « Quoi ? Non. C'est juste que la pièce sent différent. » Il haussa les épaules. « C'est peut-être la femme de ménage. Elle a utilisé un nouveau spray. » Mais il n'avait pas eu de femme de ménage depuis 2 mois. Myriam n'insista pas. Elle hocha simplement la tête et s'éloigna, faisant semblant de le croire. Son cœur, lui, n'y croyait pas. Les indices devinrent impossibles à ignorer. Une mèche de cheveux blonds miel sur le col de sa chemise. Un verre à vin mal rangé dans le placard. Une trace de rouge à lèvres sur une tasse qui n'était pas la sienne. Elle tenait chaque découverte dans ses mains comme du verre, ne sachant si elle devait le confronter ou continuer à faire semblant. Un soir, alors que Daniel prenait sa douche, elle prit sa veste et sentit à nouveau une légère bouffée de ce même parfum. Sa poitrine lui fit mal, mais ses mains restèrent stables. Quand il sortit, elle demanda, « Daniel, vois-tu quelqu'un d'autre ?» Il ne s'y a pas. Il la regarda droit dans les yeux et dit, « Tu es paranoïaque, Myriam. C'est pour ça que je ne te dis plus rien. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, mais aucun mot ne sortit. Il passa devant elle, une serviette sur l'épaule, et elle resta figée. Cette nuit-là, elle resta allongée dans le lit à côté de lui, les yeux grands ouverts dans le noir, respirant l'odeur de la trahison, se demandant comment elle était devenue invisible dans son propre mariage. Myriam fixait son écran depuis des heures lorsque le message arriva. Il venait de son amie Gloria, un simple texto suivi d'une photo floue. « Myriam, c'est Daniel ?» Son cœur s'arrêta. Elle ouvrit l'image et il était là, assis dans le salon cossu d'un hôtel, un verre à la main, riant si fort que sa tête était renversée en arrière. À côté de lui, une femme dans une robe rouge moulante se penchait un peu trop près, ses doigts effleurant sa cuisse. Ils avaient l'air intimes, comme un couple qui avait depuis longtemps oublié qu'il n'était pas seul. Myriam ne cligna pas des yeux. Elle ne pleura pas. Elle se contenta de fixer l'image. Les murs de son bureau commencèrent à s'estomper tandis que la vérité rugissait silencieusement à ses oreilles. Elle zooma jusqu'à ce que les pixels deviennent flous, mais c'était indubitable. C'était Daniel et cette femme. Elle l'avait vu une fois à leur bureau, arborant un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Sa main survola le bouton d'appel, tremblante, mais au lieu de composer le numéro, Myriam ferma la photo et ouvrit un nouveau document. Elle tapa sans but, des demi-lettres, des demi-mots, n'importe quoi pour faire taire la rage qui menaçait d'exploser de sa poitrine. Les heures passèrent. Elle ne répondit jamais à Gloria. Cette nuit-là, elle ne le confronta pas. Daniel rentra tard, fredonnant une chanson, sentant légèrement le vin et le parfum de quelqu'un d'autre. « Tu es encore réveillée ?» demanda-t-il nonchalamment en retirant ses chaussures. Elle hocha la tête, pliant du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. « Je réfléchissais, c'est tout » murmura-t-elle.
Il l'embrassa sur la joue, un geste vide, et disparut dans la salle de bain. Quand l'eau commença à couler, Myriam s'assit sur le bord du lit et fixa le mur. Son téléphone vibra à nouveau, un autre message de Gloria. « Je suis tellement désolé. » Myriam supprima la photo, non pas parce qu'elle n'avait pas d'importance, mais parce qu'elle en avait trop et qu'elle n'était pas prête à exploser. Pas encore. Myriam attendit que Daniel parte pour une conférence en dehors de la ville avant d'ouvrir le tiroir de son bureau, celui qu'il avait récemment commencé à verrouiller, mais qu'il avait oublié de sécuriser ce matin-là dans sa hâte. Ses yeux parcoururent les contrats, les reçus et les notes jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. Un dossier intitulé « Consultante, Cassandra ». Son souffle se coupa. Cassandra, c'était donc son nom. Elle feuilleta les pages remplies de demandes de paiement gonflées, de descriptions vagues comme « liaison relationnelle » et de signatures que Daniel n'avait jamais mentionnées. Myriam sortit son téléphone et prit des photos de chaque page, ses mains étonnamment stables. Ce n'était pas seulement la trahison qui la choquait, c'était la confiance avec laquelle elle avait été cachée au grand jour. Cassandra avait été engagée comme consultante, mais n'avait jamais assisté à une seule réunion d'équipe. Elle était payée mensuellement sur les fonds de l'entreprise que Myriam avait aidé à gérer. Le nœud dans son estomac se serra. Plus tard cette semaine-là, lors d'un briefing du personnel, Myriam resta assise en silence tandis que Daniel mentionnait nonchalamment le nom de Cassandra. « Elle nous aide avec les partenariats externes », dit-il en la regardant à peine. « C'est une recommandation personnelle. » Le personnel hocha la tête, personne ne posa de questions. Myriam se força à sourire, mais sa mâchoire lui faisait mal à force de se crisper. À la fin de la réunion, elle passa devant le bureau de Daniel et s'arrêta. « Cassandra, hein » dit-elle doucement. Daniel leva les yeux, surpris. « Ouais, elle est utile. » « Elle semble très impliquée », ajouta Myriam, sa voix neutre. Daniel eut un sourire narquois. « On dirait que tu es jalouse. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers son bureau, ferma la porte et pressa son front contre le mur. Pour la première fois, elle admit à elle-même que ce n'était pas seulement une liaison. C'était une trahison tissée dans la trame même de leur entreprise. De la vie qu'ils avaient construite. Et Cassandra n'était pas une erreur. Elle était un plan. Myriam attendit un moment où ils seraient seuls. Pas de personnel, pas d'invités, juste elle et Daniel dans le salon un dimanche soir tranquille. Le silence entre eux était déjà familier. Elle s'assit sur le bord du fauteuil, les doigts vaguement entrelacés. « Depuis combien de temps, Daniel » demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. Il leva les yeux de son téléphone, feignant de ne pas comprendre. « Depuis combien de temps vois-tu Cassandra » répéta-t-elle. Sa bouche se tordit en un sourire fatigué. « Alors, on y vient maintenant ?» Elle le fixa, ses yeux brûlants. « J'ai vu les dossiers, ces paiements, les réunions qui n'ont jamais eu lieu, les photos de l'hôtel. » Son visage se crispa un instant, mais il se reprit rapidement, riant sèchement. « Tu te prends pour une détective. C'est pathétique. » Myriam cligna des yeux, stupéfaite par la moquerie dans son ton. « Après tout ce que nous avons construit, » murmura-t-elle. Il se leva et haussa les épaules. « Écoute, Myriam, tu es la même depuis des années. Même vêtements, même énergie. Tu n'évolues pas. J'ai besoin de quelqu'un qui reflète là où je vais. » Les mots la frappèrent comme une gifle. Elle se leva lentement. « Alors tu penses que c'est une question de vêtements? D'énergie ?» Sa voix se brisa, mais elle ne détourna pas le regard. « Tu es là où tu es grâce à moi. Mais je n'ai pas changé parce que je pensais que nous grandissions ensemble. Pas séparément. » Daniel leva les yeux au ciel. « Tu es trop émotive. Tu l'as toujours été. » Il se dirigea vers la chambre. Elle resta là, enracinée, la poitrine vidée par ses paroles. Quelque chose en elle, quelque chose de doux, commença à se flétrir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas à ses côtés. Elle se blottit sur le canapé du salon avec une couverture et un cœur qui ne savait plus comment se briser. Il était simplement devenu insensible. Ce fut un mardi matin que l'on frappa à la porte. Myriam était en train de trier le placard de la cuisine, essayant de décider quoi cuisiner pour le déjeuner, quand les coups secs à la porte d'entrée interrompirent ses pensées. Elle s'essuya les mains sur un torchon et ouvrit pour trouver un coursier se tenant droit, tenant une enveloppe Kraft. « Livraison pour Madame Okafor » demanda-t-il doucement,
connaissant déjà la réponse. L'homme haussa légèrement les épaules et lui tendit l'enveloppe. Elle signa à contre-cœur, le cœur battant, et referma la porte. Le silence dans le salon s'épaissit alors qu'elle ouvrait le rabat et sortait lentement les documents soigneusement agrafés. Ses doigts tremblaient tandis que ses yeux parcouraient l'entête, requêtant dissolution de mariage. Ses genoux fléchirent et elle s'affaissa sur le canapé, les mots se brouillant à chaque ligne. Daniel demandait le divorce et exigeait la maison, la pleine propriété de l'entreprise, et aucune pension alimentaire. Son nom n'était même pas mentionné dans la clause sur les actifs de l'entreprise. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Quelques heures plus tard, Daniel rentra à la maison, agissant comme si de rien n'était. Il laissa tomber ses clés de voiture sur la table, s'étira et bâilla comme un homme sans fardeau. Myriam attendait dans la cuisine. Les documents étaient étalés sur le comptoir comme un cadavre. Quand il entra, elle soutint son regard. « Tu m'as fait signifier les papiers, dit-elle doucement. Il ne s'y a pas, oui, c'est vrai. Tu veux la maison ? Sa voix se brisa. Tu veux tout ? Daniel prit un verre et se versa de l'eau. Myriam, ne compliquons pas les choses. Tu t'en sortiras. Tu es intelligente. Tu rebondiras. Tu n'as pas besoin de grand-chose. Elle le fixa, les mains tremblantes. J'ai aidé à construire cette entreprise. J'ai tout sacrifié, mon temps, mon énergie, ma jeunesse. Il haussa les épaules. Ton nom ne figure sur aucun document. L'avocat a dit que c'était simple. Elle recula comme si elle avait été frappée. Donc, j'étais juste invisible. Daniel soupira. Ne transforme pas ça en une séance d'apitoiement. Tu te compliques la vie. Puis il se tourna et quitta la pièce, sirotant son eau. Myriam resta là, seule, son monde se désagrégeant sur du papier glacé et de l'encre, avec l'impression d'avoir été effacée de sa propre vie. Myriam ne dormit pas cette nuit-là. Le silence dans la maison était suffocant. Elle erra de pièce en pièce comme un fantôme, touchant les meubles qu'ils avaient autrefois choisis ensemble, fixant des photos qui se moquaient d'elle avec leurs souvenirs. Leurs photos de mariage étaient toujours accrochées dans le couloir. Elle, dans sa robe ivoire, les yeux pleins d'espoir, et Daniel à côté d'elle, souriant comme s'il le pensait pour toujours. Elle la fixa longuement avant de la décrocher du mur et de la poser face contre terre. Dans la cuisine, elle essaya de se faire du thé, mais ses mains ne cessaient de trembler. Finalement, elle s'assit par terre devant l'évier, les genoux ramenés contre sa poitrine, la tête enfouie dans ses bras. Les murs semblaient trop bruyants, faisant écho à des conversations d'un passé qui semblait maintenant fictif. L'air était lourd de l'absence de rire, de certitude, d'amour. Les lumières restaient allumées, mais Myriam ne s'était jamais sentie aussi complètement dans le noir. À l'aube, elle se leva avec les membres raides et se regarda dans le miroir. Son visage était pâle, ses yeux gonflés, et il y avait une oppression dans sa poitrine qu'elle ne pouvait nommer. Elle s'enveloppa dans un châle et sortit s'asseoir sur le porche. Le monde s'éveillait déjà, des voisins balayaient, des oiseaux chantaient, des voitures passaient, comme si rien n'avait changé. Elle regarda une petite fille passer à vélo en riant, et se demanda comment le monde pouvait avancer si facilement alors que le sien s'était effondré. Son téléphone vibra. C'était un message de Daniel. Mon avocat vous contactera pour la médiation. S'il vous plaît, essayez de coopérer. Aucune excuse. Aucun regret. Juste des instructions. Elle voulait crier, mais la douleur était trop profonde pour remonter. Au lieu de cela, elle resta assise en silence, ses larmes maintenant sèches, son corps engourdi. La partie d'elle qui espérait encore qu'il sorte et dise que tout était une erreur. Qu'il s'assoie à côté d'elle, lui prenne la main et dise « Réparons ça ». Mais personne ne vint. Seulement le vent et la prise de conscience silencieuse qu'elle était vraiment seule. Et pour la première fois, elle cessa d'attendre d'être sauvée et commença à désirer quelque chose de bien plus puissant. La clarté. 3 jours passèrent avant que Myriam ne retourne à son bureau à la maison. La pièce était devenue un cimetière de mails qu'elle ne supportait pas de lire, de registres qui semblaient vides de sens et de dossiers commerciaux qu'elle tenait autrefois méticuleusement mais qu'elle détestait maintenant. La poussière avait commencé à s'accumuler sur le bureau, et son ordinateur portable était là où elle l'avait laissé, toujours ouvert sur une vieille feuille de calcul. Elle hésita avant de s'asseoir, les mains planant au-dessus du clavier. Avec une profonde inspiration, elle cliqua sur de vieux dossiers, ne sachant pas ce qu'elle cherchait. Peut-être une distraction,
peut-être un but. Puis elle le trouva, une archive enfouie intitulée « Archive de sauvegarde, trimestre Q ». Elle l'avait créée instinctivement au fil des ans, une trace numérique de chaque transaction financière, correspondance et mémo vocal liés à l'entreprise. Elle avait toujours été minutieuse, plus par habitude que par intention. Mais alors que les fichiers s'ouvraient, une lueur de quelque chose revint dans sa poitrine, pas encore de l'espoir, mais une prise de conscience. Elle fit défiler des centaines de messages entre Daniel et des clients, des fournisseurs et le personnel interne. Et puis quelque chose attira son attention, un email transféré de Cassandra avec une facture fabriquée. Son curseur se figea. Elle en ouvrit d'autres. Des mémos vocaux de Daniel discutant de paiements qui ne correspondaient pas au livre de compte. Des reçus redirigés de l'entreprise vers un compte dont elle ne reconnaissait pas le nom. Son pouce accéléra. Elle réduisit les dossiers et ouvrit son disque dur externe, celui qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. Lentement, prudemment, elle commença à transférer des fichiers, étiquetant chacun avec précision. Fraude, mars, surpaiement consultante, enregistrement plainte client. Elle ne savait pas encore ce qu'elle en ferait, mais elle savait qu'il comptait. Chaque fichier ressemblait à la reconquête d'un morceau de la vérité qui avait été enterré sous le charme et la manipulation de Daniel. Ses yeux la brûlaient à force de fixer l'écran, mais elle ne s'arrêta pas. Elle en avait assez de pleurer, assez d'être polie, assez de se faire toute petite. Cette nuit-là, alors que le reste de la maison restait immobile, Myriam resta assise dans son bureau, avec pour seule compagnie le bourdonnement de son ordinateur, collectant des preuves non seulement pour le tribunal, mais pour sa propre mémoire. Car si personne d'autre ne voulait reconnaître la vérité, alors elle le ferait. Et cela, réalisa-t-elle, était le début du pouvoir. La pluie tapotait doucement contre la vitre tandis que Myriam était assise en tailleur sur le tapis dans un coin de la chambre, triant des documents juridiques avec un surligneur à la main. Son ordinateur portable brillait à côté d'elle, projetant une douce lumière dans la pièce. Daniel était de nouveau sorti, un autre prétendu dîner d'affaires, cette fois à l'équille. Elle avait appris à ne pas demander, mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était d'entendre un appel qui allait tout changer. Elle était allée dans la chambre d'amis à la recherche d'une batterie externe égarée quand elle entendit sa voix à travers le mur. Il était dans le bureau, parlant bas, mais pas assez bas. « Nous devrons antidater le document, dit-il. S'il semble qu'elle avait une part de propriété au début, cela pourrait nuire à notre demande. Dis juste au gars du registre d'apposer l'ancienne date. Il s'occupera du reste. » Il y eut une pause, puis un rire. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Crois-moi, elle est déjà émotionnellement brisée. Myriam se figea, le souffle court. Elle s'affaissa lentement sur le sol, son cœur battant la chamade. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone de sa poche et activait l'enregistreur vocal. Elle ne pouvait pas le voir, mais sa voix était assez claire. Dis à l'avocat de procéder avec cette version de la structure de propriété. Elle est juste. Elle n'a jamais été enregistrée. C'est ce qui compte au tribunal. Son ton était si désinvolte, si répété, que la bile lui monta à la gorge. Elle écouta jusqu'à la fin de l'appel, puis arrêta l'enregistrement et fixa l'écran. Le poids de tout cela reposait sur ses épaules comme du ciment humide. Il ne se contentait pas de divorcer, il l'effaçait entièrement. Lentement, elle retourna dans sa chambre, ferma la porte et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Pendant un long moment, elle ne pleura pas. Elle écouta simplement le silence et se posa la question la plus difficile de toutes. Pourquoi n'ai-je pas vu qui il était vraiment avant maintenant? La douleur n'était pas seulement dans la trahison, elle était dans la façon dont l'amour l'avait rendue aveugle à la lente démolition de sa dignité. Mais maintenant, le brouillard s'était dissipé. Et cette fois, elle avait une preuve. Le lendemain, Myriam était assise à son bureau, examinant la correspondance des clients, lorsque son téléphone vibra. C'était un numéro inconnu, mais la curiosité l'emporta. « Allô » répondit-elle prudemment. Au début, il y eut un silence. Puis vint la voix inimitable de Cassandra, tranchante et sans excuse. « Vous devez être fatiguée, Myriam. » Toute cette histoire, et il m'a quand même choisi. La main de Myriam agrippa le bord du bureau. « Pourquoi m'appelez-vous » demanda-t-elle d'un ton égal. Cassandra rit, un rire froid et suffisant. Je pensais vous épargner l'embarras au tribunal. Ne vous battez pas. Il en a fini. Les papiers sont en règle, et l'avocat est solide. Si vous signez tranquillement,
vous partirez avec un peu de grâce. Myriam ne répondit pas, n'oublions pas, poursuivit Cassandra, il a déjà dit au juge que vous n'étiez qu'une aide. Une commodité. Ne vous ridiculisez pas en essayant de prouver le contraire. Avant que Myriam ne puisse répondre, l'appel fut coupé. Elle fixa le téléphone, la poitrine brûlante d'incrédulité et de rage. Un instant, elle resta complètement immobile, absorbant chaque mot venimeux. Puis, sans s'en rendre compte, elle remit l'appel sur haut-parleur, écoutant à nouveau l'arrogance de Cassandra. Sa voix dansait presque de joie. Elle est trop brisée pour se battre. Laissez-la signer et disparaître. Myriam se pencha en arrière dans son fauteuil et fixa le plafond. La menace n'était pas juridique, elle était émotionnelle. Cassandra comptait sur son silence. Sur son habitude d'avaler la douleur et de se retirer. Mais quelque chose avait changé. Myriam ne se sentait pas brisée. Elle se sentait insultée. Et quelque chose dans l'assurance de Cassandra alluma un feu en elle. S'ils pensaient qu'elle se retirerait discrètement, ils avaient tort. Elle se leva, se dirigea vers le salon, ouvrit son ordinateur portable et ajouta l'enregistrement de l'appel à son dossier de preuves. Qu'ils viennent, se dit-elle. Qu'ils viennent tous les deux. Je suis prête. Pour la première fois, ses doigts ne tremblèrent pas en tapant. Ils bougeaient avec précision, avec détermination. La guerre avait été déclarée, non par elle, mais par ceux qui pensaient qu'elle ne lèverait jamais l'épée. À la tombée de la nuit, le bureau de Myriam était devenu une salle de guerre. Les papiers étaient empilés en piles nettes, surlignés à l'encre de couleur. Son ordinateur portable était ouvert sur une feuille de calcul où elle avait commencé à cataloguer chaque élément de preuve. Des emails avec des incohérences, des factures contredisant les registres de Daniel, des documents montrant des paiements en double à la société de conseil fantôme de Cassandra. Le dossier le plus accablant jusqu'à présent était un enregistrement vocal d'un membre du personnel qui avait un jour murmuré « Madame, les nouveaux paiements ne suivent pas l'ancien schéma, d'accord ? Mais j'ai appris à me mêler de mes affaires. » Cette seule déclaration, associée au registre de paiement, formait une piste de détournement que Myriam ne pouvait plus ignorer. Elle brancha une nouvelle clé USB, une neuve, achetée cet après-midi-là, et l'étiqueta « Preuve finale, confidentielle ». Elle était petite, argentée et silencieuse. Mais elle portait le poids de tout ce sous quoi ils avaient essayé de l'enterrer. Elle travailla tard dans la nuit, alimentée par l'adrénaline et une fureur silencieuse. Chaque fichier copié était comme recoudre son nom dans le tissu d'une histoire dont ils avaient essayé de l'effacer. Son avocat n'en avait toujours aucune idée, il croyait qu'elle accepterait un règlement à l'amiable, et elle ne lui avait rien dit de contraire. Mais maintenant, elle jouait sur le long terme. Alors qu'elle insérait des horodatages, joignait des notes de source et tapait des résumés juridiques, son téléphone vibra à nouveau. C'était un autre message de Daniel. « S'il te plaît, finalisons cela sans drame. Je te ferai une petite allocation personnelle, si ça peut t'aider. » Ses lèvres se retroussèrent. Une petite allocation après tout ça ? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit son dossier et ajouta une capture d'écran de son message à la chronologie. Puis elle sauvegarda la clé USB sur un serveur cloud caché. Ses doigts bougeaient avec la précision de quelqu'un qui avait été sous-estimé depuis trop longtemps. Elle n'avait pas besoin de le menacer. Elle n'avait pas besoin de crier. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'attendre. Attendre le bon moment où la vérité parlerait plus fort que tous leurs mensonges. Et pour la première fois depuis des semaines, Myriam sourit, non pas de joie, mais d'une résolution tranquille et aiguisée. Myriam était assise par terre à côté des crayons de couleur éparpillés de sa fille, les genoux ramenés contre sa poitrine, fixant d'un air absent la télévision. Le son était allumé, mais elle ne regardait pas vraiment. À l'écran, une interview était diffusée, et Daniel était là, assis avec assurance à côté de Cassandra lors d'une conférence immobilière, arborant un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Notre entreprise se développe rapidement, dit-il, son bras reposant sur le fauteuil de Cassandra. Avoir des partenaires solides et des esprits stratégiques en coulisses fait toute la différence. » Cassandra hocha la tête avec une fausse humilité, ajoutant « Il s'agit de s'entourer des bonnes personnes et de se débarrasser du poids mort. » Myriam ne sia pas. Elle baissa le volume et prit la télécommande, éteignant l'écran. Cette phrase, « poids mort », résonnait à ses oreilles. Les médias les présentaient déjà comme un couple de pouvoir. Son silence s'était retourné contre elle. Dehors, le monde supposait qu'elle s'effondrait.
L'avocat de Daniel envoya un autre email, proposant de revoir le règlement des biens si elle cessait d'insister pour examiner les anciens dossiers financiers. Son propre avocat demanda gentiment, « Voulez-vous vraiment aller au tribunal, Myriam? Vous avez traversé tant d'épreuves. Peut-être vaut-il mieux laisser tomber. » Elle hocha la tête comme si elle était d'accord. « Peut-être, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de temps. » Mais sous ces hochements de tête silencieux et ces expressions vides se cachait un esprit calculant chaque mouvement. Elle laissa l'histoire se tisser, l'épouse abandonnée, la femme impuissante dont Daniel était passé à autre chose. Sur les réseaux sociaux, Daniel et Cassandra postaient des photos de Dubaï, de Paris, de dîners coûteux. Myriam ne publia rien. Elle ne commenta rien. Pas même quand Cassandra posta une photo d'elle à l'intérieur de l'ancien bureau de Myriam avec la légende « Revendiquez votre espace, mesdames. Ne vous contentez pas des restes. » Les commentaires affluèrent de likes, mais Myriam fit une capture d'écran, l'enregistra dans un dossier et murmura doucement, « Continue de parler. » Chaque mensonge, chaque publication, chaque mot était du carburant. Laissez le monde penser qu'elle s'effaçait. Laissez-les rire maintenant. Elle les laissait danser alors que le feu sous leurs pieds était encore silencieux. Pour l'instant. Une semaine plus tard, Myriam était assise en face de son avocat, Maître Adebayo, dans son bureau du centre-ville. Ses étagères étaient garnies de livres de droit et la pièce sentait l'eau de Cologne et le papier. Il tapota pensivement son stylo contre la table et étudia son visage. « Je vais être honnête avec vous, Myriam, dit-il doucement. Nous pouvons pousser plus loin, mais ce sera compliqué. Il propose un règlement net. Vous partez avec votre voiture, une petite obligation d'épargner les meubles. Vous évitez le tribunal, vous évitez l'embarras. Vous recommencez à zéro. » Myriam joignit fermement ses mains sur ses genoux. « Et l'entreprise, demanda-t-elle. Il soupira. « Daniel prétend que vous n'avez jamais été légalement impliqué. Aucun document ne soutient votre propriété. Si nous insistons, ce sera sa parole contre la vôtre. » Elle hocha lentement la tête. « Et la maison? Techniquement, il l'a achetée. Votre nom n'est pas sur l'acte de propriété. » Myriam regarda par la fenêtre, la ville se mouvant sous elle comme un courant dont elle ne se sentait plus faire partie. « Je comprends, dit-elle finalement. J'ai juste besoin de réfléchir. » Il hocha la tête. « Prenez quelques jours, mais soyez sage. Un combat comme celui-ci peut détruire une personne émotionnellement. Partez avec votre dignité, Myriam. » Elle sourit faiblement. « C'est de cela qu'il s'agit, selon vous? De dignité? » Il hésita. « N'est-ce pas? » Elle se leva lentement, ramassant son sac. « Il s'agit de quelque chose d'autre, murmura-t-elle. Quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus profond. Mais j'y réfléchirai. » Alors qu'elle sortait de son bureau et entrait dans le couloir, ses pas étaient lents mais sûrs. Elle n'était pas en colère contre Maître Adebayo. Il essayait de la protéger de la seule manière qu'il connaissait. Mais il ne comprenait pas le genre de vol qui ne pouvait se mesurer en argent. Le genre qui vous laisse à questionner votre propre nom dans le miroir. En entrant dans l'ascenseur, elle se murmura, « Laissez-les penser que je m'en vais. Laissez-les penser que c'est une reddition. » Elle ouvrit son sac, toucha la clé USB cachée dans la poche latérale et sentit à nouveau le poids de ses preuves. Sa guerre n'était pas bruyante, mais elle approchait. Ce soir-là, Myriam était assise par terre dans la chambre de sa fille, l'aidant à tresser les cheveux de sa poupée. La petite pièce, toujours peinte en lilas doux et ornée d'étoiles au plafond, était le seul endroit de la maison qui semblait encore intact de la trahison. Sa fille, Eliana, 6 ans, leva des yeux curieux et demanda, « Maman, pourquoi papa ne rentre plus à la maison ?» Myriam s'arrêta au milieu de la tresse, sa poitrine se serrant. La voix d'Eliana était si douce, si pleine d'innocence, que la question la faillit l'écraser. Elle se força à sourire, espérant que ses yeux ne la trahiraient pas. « Papa travaille dans un autre endroit en ce moment, ma chérie, dit-elle. Les adultes ont parfois besoin d'espace. » Eliana cligna des yeux. « Mais l'espace, c'est pour la lune, pas pour les papas. » Myriam laissa échapper un petit rire qui s'éteignit rapidement dans le silence. Elle ne savait pas comment expliquer que les papas quittaient parfois non seulement des maisons, mais aussi des cœurs. Que parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance oublient comment vous tenir. Plus tard dans la nuit, quand Eliana s'était endormie, son bras autour de la poupée, Myriam se tenait dans le couloir, la regardant.
L'innocence du visage de sa fille lui rappela ce qui était vraiment en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de bien ou de fierté. Il s'agissait d'héritage. Il s'agissait du genre de femme qu'Eliana deviendrait. Apprendrait-elle à se faire petite pour le confort des autres? Apprendrait-elle à se taire même lorsqu'on lui faisait du tort? Myriam ne pouvait pas laisser cela arriver. En retournant sur la pointe des pieds dans sa chambre, elle ouvrit à nouveau son ordinateur portable et fit défiler ses preuves. Elle réécouta les enregistrements, non pas pour revivre la douleur, mais pour se rappeler pourquoi elle se battait. Sa fille méritait plus qu'une mère qui s'en allait parce qu'elle était trop fatiguée pour parler. Elle méritait une mère qui lui apprenait ce que signifiait se défendre, non seulement pour elle-même, mais pour la vérité. Et si personne d'autre ne voulait protéger cet héritage, alors Myriam le ferait, avec tout ce qui lui restait. Le palais de justice était plus froid que ce à quoi Myriam s'attendait. Les murs étaient peints d'un beige terne, du genre qui étouffait même les pensées les plus bruyantes. Elle marcha d'un pas décidé dans le couloir, le claquement de ses talons sur le sol annonçant comme un verdict silencieux. Son cœur battait plus vite à chaque pas. Elle avait appelé à l'avance, programmé une réunion sous prétexte de revoir les procédures générales de dépôt. Rien qui n'attirait l'attention. Le greffier, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Ocon, aux yeux fatigués et boitant légèrement, l'accueillit derrière un bureau rempli de dossiers. « Madame Okafor, dit-il en ajustant ses lunettes. Vous avez demandé à consulter les documents de votre dossier. » Myriam hocha la tête, serrant plus fort son sac à main. « Oui. Je veux juste vérifier les dates sur les formulaires de déclaration de patrimoine et les dépôts de propriété liés à l'entreprise de mon mari. » Il fronça légèrement les sourcils, mais lui fit signe d'avancer. Alors qu'il lui tendait une pile de papier, Myriam remarqua l'hésitation dans ses yeux. « Y a-t-il un problème » demanda-t-elle doucement, étudiant son visage. Monsieur Ocon jeta un coup d'œil à la pièce presque vide, puis se pencha en avant. « Madame. » Officieusement, certains des documents soumis récemment. Ils étaient inhabituels. Son cœur s'arrêta. « Inhabituel comment » demanda-t-elle, essayant de garder sa voix calme. Il baissa le ton. Des entrées antidatées, tamponnées en dehors des heures normales. Un dossier en particulier, l'avocat de votre mari l'a livré directement et a insisté pour qu'on ne pose aucune question. Myriam le fixa, stupéfaite. Savez-vous ce qui a été changé? Il hésita. Les dates de constitution. Les signatures de propriété. Cela a effacé toute trace de vous de l'enregistrement de l'entreprise. Un frisson lui parcourut l'échine. Seriez-vous prêt à en parler? Officiellement, murmura-t-elle. Il la regarda longuement, puis soupira. Seulement si c'est confidentiel. J'ai une famille, madame. Elle hocha la tête, ouvrit son sac et fit glisser son téléphone sur la table. Parlez simplement. Je m'occuperai du reste. Il hésita un instant, puis appuya sur enregistrer et commença à parler. Quand elle partit, sa main tremblait, non pas de peur, mais de tenir quelque chose de puissant. La vérité dans la voix de quelqu'un d'autre. La sonnette retentit tard cet après-midi-là, stridente et impatiente. Myriam venait de finir de télécharger les fichiers audio de sa rencontre avec le greffier lorsque le carillon retentit à nouveau. Elle s'essuya les mains sur une serviette, se dirigea vers la porte d'entrée et regarda par le judas. Là, debout sur des talons de 15 cm et portant des lunettes de soleil surdimensionnées, se tenait Cassandra. Le souffle de Myriam se coupa. Elle hésita, puis ouvrit lentement la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. « Je peux vous aider » demanda-t-elle froidement. Cassandra retira ses lunettes de soleil d'un geste exagéré. « Détendez-vous » dit-elle en souriant. « Je ne suis pas là pour me battre. Je voulais juste parler de femme à femme. » Myriam l'étudia un instant, puis déverrouilla la chaîne et s'écarta sans un mot. Cassandra entra d'un pas arrogant, comme si la maison lui appartenait, ses yeux balayant le salon comme pour en évaluer la valeur. Toujours les mêmes rideaux, marmonna-t-elle. Certaines choses ne changent jamais. Myriam croisa les bras. Pourquoi êtes-vous ici, Cassandra? L'autre femme se tourna vers elle, le sourire toujours aux lèvres. Pour vous donner un conseil, ne faites pas traîner les choses. Vous allez perdre. Les papiers sont en règle, les actifs sont sécurisés, et Daniel est déjà passé à autre chose. Elle s'approcha. Vous, en revanche, vous vous accrochez à une vie qui est terminée. Myriam ne dit rien.
Je sais ce que font les femmes comme vous. Vous pleurez, vous vous plaignez, puis vous vous effacez. Discrètement, avec les quelques miettes qu'on vous jette. Elle eut un sourire narquois. Soyez intelligente. Partez maintenant. Ne vous ridiculisez pas au tribunal. C'est indigne de vous. Myriam leva le menton. Avez-vous terminé? Cassandra hocha la tête. Je pensais juste être gentille. Myriam se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Alors, ayez la gentillesse de partir. Cassandra haussa les épaules et sortit, s'arrêtant sur le seuil. Dernière chance, Myriam. Vous avez déjà perdu l'homme. Ne perdez pas ce qui vous reste de fierté. Myriam lui claqua la porte au nez. Cette fois, quand elle s'assit, elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle se contenta de regarder par la fenêtre, le visage impassible, le cœur stable. C'était la dernière fois qu'elle laisserait le doute s'installer. Cassandra était venue pour l'intimider, mais elle n'avait fait que confirmer une chose. Ils avaient peur. Et la peur était une arme que Myriam comprenait maintenant comment utiliser. La nuit fut longue et silencieuse. La maison dormait, mais l'esprit de Myriam était bien éveillé. Elle était assise à son bureau, la clé USB à la main, sa surface métallique reflétant la faible lumière de la lampe de table. Les fichiers étaient organisés. Les dossiers étaient étiquetés. Les preuves étaient complètes. Son dossier, autrefois fragile et rejeté, était maintenant indéniable. Elle prit une profonde inspiration et inséra la clé USB dans l'ordinateur une dernière fois, examinant chaque enregistrement et document. L'audio de la confession de Monsieur Ocon jouait à voix basse. Oui, on m'a dit d'antidater. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Je ne savais pas qu'elle se battrait. Myriam ferma brièvement les yeux. Elle s'était battue, et elle finirait ce qu'ils avaient commencé. Elle copia les fichiers sur un compte de stockage cloud de sauvegarde, puis imprima un index récapitulatif de chaque document, le plaçant dans un dossier rouge. Rouge pour tout ce avec quoi ils avaient essayé de la brûler, et tout ce dont elle avait survécu. Elle attrapa sa Bible, celle qui prenait la poussière sur le rebord de la fenêtre. Elle l'ouvrit non pas au hasard, mais à une page marquée, le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Lut-elle à voix haute. Sa voix était calme, ses mains stables. Elle ne priait plus pour la vengeance. Elle priait pour la force, pour garder la tête haute, pour parler quand il s'attendait à son silence, et pour se rappeler que sa valeur n'avait jamais été liée à la validation de Daniel. Elle jeta un coup d'œil à la porte fermée de sa fille. Demain changerait tout, non seulement pour elle, mais pour Eliana. Myriam se leva, se dirigea vers la cuisine, se versa un verre d'eau et le but lentement. La femme qu'elle était, celle qui pleurait derrière des portes closes et implorait des explications, avait disparu. Ce qui restait maintenant, c'était une femme qui avait saigné en silence et recousu sa dignité de ses propres mains. Demain, la salle d'audience entendrait la vérité, non pas de lèvres suppliantes, mais de preuves indéniables. Et pour la première fois depuis des années, elle ressentit la paix en éteignant les lumières et en murmurant, que la tempête vienne. Le soleil se leva sans chaleur. Myriam se tenait en silence devant son miroir, enfilant avec soin sa robe sombre sur ses épaules. Elle était simple, modeste et sans excès, tout comme elle. Elle attacha ses cheveux en un chignon bas et appliqua une seule couche de rouge à lèvres. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux étaient calmes. Dans son sac, le dossier rouge reposait à côté de la clé USB. En bas, elle serra longuement Eliana dans ses bras, murmurant dans les cheveux de sa fille, « Aujourd'hui, nous tournons la page. » Elle n'expliqua pas davantage. Eliana hocha seulement la tête, sentant le poids du moment. Myriam monta dans la voiture que son avocat avait envoyée, s'assit tranquillement et ferma les yeux à l'approche du palais de justice. Quand elle arriva, la cour bourdonnait de murmures et de clics d'appareils photo. Les gens chuchotaient déjà. Elle prit l'entrée de service et attendit près des toilettes, voulant un moment seul avant d'entrer dans la salle d'audience. Mais c'est alors qu'elle l'entendit, le son inimitable de la voix de Daniel. Il était dans le hall, riant, fort, insouciant, familier. « J'espère qu'elle ne pense pas qu'elle obtiendra plus que cette voiture et cette vaisselle, » plaisanta-t-il. Cassandra gloussa à côté de lui, sa voix aiguë et fière. Elle repartira avec des pantoufles et la honte. « Je te l'ai dit, ce sera fini en 20 minutes. » D'autres rires suivirent. « Tu seras un homme libre avant midi, ajouta-t-elle avec suffisance.
Myriam se tenait juste au coin, le dos pressé contre le mur des toilettes. Sa respiration s'accéléra, ses mains agrippant la lanière de son sac. Les mots la frappèrent comme des coups de poing, mais ils ne la brisèrent plus. Au contraire, ils gravèrent la résolution dans sa colonne vertébrale. Elle attendit que le couloir se vide, puis entra dans les toilettes et s'enferma dans une cabine. À l'intérieur, elle s'assit sur le couvercle fermé, les yeux clos. Des larmes vinrent, mais elles n'étaient pas de désespoir. Elles étaient de libération. Elle pleura non pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle était sur le point de reconquérir. Après plusieurs minutes de silence, elle s'essuya le visage, se leva et se regarda dans le miroir. Ses yeux contenaient de la profondeur, du feu. Elle ajusta sa robe et retourna dans le couloir. La salle d'audience l'attendait, et cette fois, elle n'y entrait pas brisée. Elle y entrait prête. Le miroir de la salle d'audience était carré et stérile, éclairé par un néon au plafond qui bourdonnait faiblement. Myriam se tenait devant, se redressant comme si elle était sur le point de s'adresser à une nation entière. Son reflet ne ressemblait pas à la femme qui avait été rejetée, rabaissée ou effacée. Elle ressemblait à quelqu'un qui était sorti griffes et dents d'une tombe creusée pour elle par des gens qu'elle avait autrefois nourris de ses propres mains. Elle toucha son collier, une petite chaîne en or que sa défunte mère lui avait donnée, et murmura « Tu as fait trop de chemin », il ne s'agissait plus seulement de Daniel. Il s'agissait de chaque fois qu'on lui avait dit de se taire, d'attendre, d'endurer. Le miroir reflétait plus que son physique. Il reflétait les années qu'elle avait données sans rien demander, les rêves qu'elle avait pliés et rangés dans des tiroirs, les longues nuits pour lesquelles personne ne l'avait applaudi d'avoir survécu. Son visage n'était plus doux d'incertitude. Il était sculpté d'une détermination tranquille. Elle prit un mouchoir, tamponna son rouge à lèvres et ouvrit son sac. La clé USB reposait à côté de son téléphone, aussi silencieuse et puissante qu'une arme chargée. Elle la tint dans sa main, la soupesant, sentant son bord froid pressé contre sa paume. Elle ne contenait pas seulement des données, mais la vérité. Le genre de vérité que personne ne pouvait manipuler. Elle prit une inspiration et dit doucement à son reflet, « Ceci est ta voix maintenant. Laisse-la parler. » Elle glissa la clé USB dans la poche de son blazer et se détourna du miroir, retournant vers la porte. Dehors, son avocat attendait déjà près de l'entrée de la salle d'audience, feuilletant ses notes. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en levant les yeux. Myriam hocha la tête. « Plus que bien. Ils commenceront par la divulgation des actifs, l'informatéil. L'équipe de Daniel est confiante, ils pensent que c'est une formalité. » Myriam le regarda dans les yeux et répondit, « Alors, surprenons-les. » Il la fixa une seconde, puis ajusta sa cravate et dit, « Suivez mes instructions. » Elle n'en avait pas besoin. Au moment où elle entra dans cette salle d'audience, elle sut que le miroir ne serait pas le seul endroit où elle se verrait enfin clairement. L'audience était ouverte. La juge, une femme au visage sévère avec des tresses grisonnantes attachées en un chignon bas, ramena la salle à l'ordre. Daniel était assis avec assurance à côté de son conseiller juridique, vêtu d'un agbada crème qui criait la richesse. Cassandra était assise dans la galerie, les bras croisés, les lèvres retroussées en un sourire suffisant. Myriam entra discrètement, sa présence passant presque inaperçue au début. Mais quand elle prit place à côté de son avocat, quelque chose changea. Elle ne se recroquevilla pas. Elle ne gigota pas. Elle ouvrit simplement son sac et posa le dossier rouge sur le bureau devant elle. Alors que la juge demandait les remarques préliminaires, l'avocat de Daniel se leva et récita leurs prétentions comme si c'était une routine. Aucune propriété partagée, aucune contribution de valeur financière, aucune réclamation sur les actifs. Le requérant demande une division complète en sa faveur. Daniel ne regarda pas Myriam une seule fois. Il se pencha en arrière, les bras croisés, imaginant déjà la victoire. Puis l'avocat de Myriam se leva. « Votre honneur, » commença-t-il, avant de continuer, « ma cliente a soumis de nouvelles preuves qui remettent en cause le fondement des prétentions du requérant. Nous demandons qu'elles soient examinées immédiatement. » La juge haussa un sourcil. « Ces preuves sont-elles urgentes ? » « Oui, madame, » dit-il fermement. Myriam plongea la main dans son blazer et lui tendit la clé USB. Son avocat s'approcha du greffier, qui l'inséra dans l'ordinateur du tribunal. Un silence tomba sur la salle. L'écran s'illumina avec une liste de fichiers, audio, documents, feuilles de calcul financières, journaux d'appel. Le premier fichier audio fit entendre la voix de Daniel, claire et irréfutable.
Antidate les documents. Elle n'est pas sur le papier, donc légalement elle n'a aucun droit. Falsifie-le, c'est tout. Personne ne vérifie. Un murmure parcourut la salle. La juge plissa les yeux. Un autre fichier suivit, la voix de Cassandra, railleuse. Laisse-la pleurer. Elle est trop brisée pour se battre. La salle d'audience se figea. Puis vint la confession du greffier, nommant les dates, les heures et les détails du dépôt frauduleux. Daniel s'agita sur son siège. Son avocat chuchotait frénétiquement. Le visage de Cassandra pâlit. Myriam ne bougea pas. Ses mains restèrent jointes sur ses genoux. La preuve ne se contentait pas de parler. Elle tenait. Et pour la première fois depuis des semaines, le silence n'était pas de son côté. Il était du leur. Le silence dans la salle d'audience était tranchant comme un rasoir, si tendu qu'il semblait que l'air lui-même refusait de respirer. La juge retira lentement ses lunettes, son expression indéchiffrable alors que le dernier clip audio se terminait, celui où Daniel riait en discutant de la manière de réécrire l'histoire par des raccourcis juridiques. Il semblait fier, triomphant. Mais dans cette pièce, ces mots tombèrent comme des pierres lancées à travers une vitre. Daniel était maintenant assis, immobile, ses yeux passant de l'écran à Myriam comme s'il la voyait pour la première fois. Son avocat feuilletait des documents, chuchotant avec urgence, mais rien ne pouvait défaire ce qui venait d'être entendu. Le greffier arrêta la lecture. La juge se pencha en avant, les doigts joints sous son menton. « Monsieur Okafor, dit-elle doucement. Avez-vous une réponse au contenu de ces fichiers ?» Daniel s'éclaircit la gorge, mais aucun mot ne sortit. Le masque qu'il avait porté si longtemps était en train de glisser, et il le savait. La juge se tourna vers Myriam. « Madame Okafor, quand ces fichiers ont-ils été obtenus ?» Myriam se leva calmement. « Au cours des derniers mois, votre honneur. Je les ai collectés en privé tout en étant écarté de l'entreprise que j'ai aidé à construire, du mariage que j'ai soutenu en silence. Je n'avais aucune intention de provoquer un scandale public, seulement d'obtenir justice. » Sa voix était douce mais inébranlable. La juge hocha lentement la tête et baissa les yeux sur ses notes. Ces enregistrements indiquent une fausse déclaration frauduleuse de la propriété des actifs, une falsification de documents et une conspiration. Il ne s'agit pas d'une procédure de divorce ordinaire. C'est la révélation d'une tromperie systémique. Un léger bruissement se fit entendre dans la galerie. Même le personnel du tribunal semblait secoué. Myriam se rassit, ses mains maintenant détendues sur ses genoux. Elle n'avait plus besoin de parler. Ses preuves avaient parlé, non pas par l'émotion, mais par des faits indéniables. Et pour une fois, elle n'avait pas à s'expliquer pour être crue. Cassandra se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. « Votre honneur, c'est ridicule. Cette clé USB aurait pu être falsifiée. » cria-t-elle. « Je n'ai jamais. » La juge leva une main, la faisant taire au milieu de sa phrase. « Vous n'êtes pas au procès, mademoiselle, dit-elle fermement. Mais si vous continuez à perturber cette procédure, je vous ferai expulser de la salle d'audience. » Le visage de Cassandra devint cramoisi, mais elle se rassit en marmonnant entre ses dents. L'avocat de Daniel demanda une suspension de séance, mais la juge la refusa. « Les preuves ont déjà été présentées. Votre occasion de vous y opposer était avant leur soumission. » Il hocha la tête avec raideur, vaincu. Myriam resta calme. Elle ne se tourna pas vers Cassandra. Elle n'en avait pas besoin. Tout ce qui devait être dit avait déjà résonné haut et fort dans les haut-parleurs qui remplissaient la salle d'audience. Toujours furieuse, Cassandra se pencha vers Daniel et siffla, « Tu avais dit que ce serait simple. Tu avais dit qu'elle n'avait rien. » Daniel ne répondit pas. Ses lèvres étaient pincées, son regard fixé sur l'estrade du juge. Myriam surprit le murmure, mais elle ne réagit pas. Que restait-il à répondre? Leur panique était une confirmation. Cassandra croisa les bras et détourna le regard, son pouvoir se dissolvant dans l'insignifiance. C'était ironique. Malgré toute sa démonstration de domination, la salle d'audience l'avait dépouillée de tout contrôle qu'elle pensait avoir. La femme qui se moquait autrefois du silence de Myriam était maintenant assise, écrasée sous son poids. Pendant ce temps, Myriam ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, non pas le triomphe, mais le soulagement. Non pas la vengeance, mais un sentiment calme et retentissant de réappropriation. Il ne l'avait pas vu venir, et il ne la verrait plus jamais de la même manière.
La décision de la juge est tombée après une brève suspension qui a semblé durer des heures. La salle d'audience était toujours pleine de tension lorsque l'huissier a rappelé tout le monde à l'ordre. La juge est entrée et a lu une déclaration écrite, son ton délibéré et sévère. Ayant examiné les preuves soumises par l'intimé, le tribunal constate qu'une dissimulation frauduleuse d'actifs communs et une manipulation de documents juridiques ont eu lieu dans l'intention d'exclure Madame Myriam Okafor de ses droits légitimes. Par conséquent, la requête pour un règlement de divorce unilatéral est rejetée. Des exclamations de surprise retentirent dans la salle. Daniel baissa la tête. La juge poursuivit, toutes les parts de l'entreprise doivent être immédiatement transférées à l'intimé, Madame Okafor, en attendant l'audit final. La maison, le véhicule et les soldes des comptes bancaires conjoints lui sont également attribués. Des poursuites pénales liées aux documents falsifiés pourraient suivre dans le cadre d'une requête distincte. Myriam expira lentement. Ce n'était pas de la joie qu'elle ressentait, c'était la justice. Le genre de justice qui n'est pas enveloppée d'applaudissements ou de lumière vive, mais qui réside dans le silence lourd et plein de la vérité enfin honorée. Daniel resta figé, l'éclat de confiance disparut de son visage, remplacé par l'incrédulité. Cassandra se leva lentement et sortit sans se retourner, ses talons claquant avec urgence. La juge se tourna vers Myriam. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda-t-elle. Myriam se leva, la voix stable. « Non, votre honneur. Les preuves ont déjà parlé. » La juge hocha la tête sèchement. Alors, cette audience est levée. Le marteau tomba. Le bruit était final. Myriam rassembla son dossier et sa dignité et se leva, non pas triomphante, mais entière. Chaque part de cette salle d'audience ressemblait à une porte se fermant derrière elle, non pas une porte de perte, mais de libération. Ils avaient essayé de la faire taire, mais elle s'était relevée, bruyamment, sans jamais élever la voix. À l'extérieur du palais de justice, le ciel était d'un gris doux, comme si les cieux eux-mêmes avaient décidé de ne pas applaudir trop fort, ni de pleurer ce qui s'était passé. La presse attendait avec des caméras et des enregistreurs, mais ils ne se précipitèrent pas sur elle. Ils l'observèrent plutôt, cette femme dans une simple robe noire, tenant un unique dossier rouge, marchant avec la dignité calme de quelqu'un qui venait de démanteler un mensonge sans briser sa propre âme. Un journaliste s'avança finalement et demanda, « Madame Okafor, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Myriam s'arrêta. Elle regarda autour d'elle, les yeux attendant une petite phrase, de l'amertume, de la rage. Mais tout ce qu'elle dit fut, « Quand il se moque de votre silence, laissez votre vérité parler plus fort. » Puis elle descendit les marches, les épaules détendues, le visage serein. Elle ne se retourna pas une seule fois. Son avocat la rattrapa, son expression un mélange d'admiration et d'excuse. « Myriam, dit-il, essoufflé, je vous dois des excuses. Je ne pensais pas que c'était possible. Ce que vous avez fait là-dedans. » Elle leva doucement une main. « Vous ne me devez rien, » répondit-elle, sa voix douce mais certaine. « La prochaine fois, écoutez simplement une femme quand elle vous dit qu'elle sait ce qu'il cache. » Il hocha la tête, sans voix. Elle monta dans la voiture qui l'attendait et referma la porte derrière elle. Pendant qu'il s'éloignait, la ville défilait par la fenêtre comme un film muet. Elle ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait vidée de la meilleure des manières, comme si quelque chose de toxique avait enfin été drainé. Son téléphone vibra de messages, certains de numéros inconnus la félicitant, d'autres de connaissances communes trop stupéfaites pour croire aux résultats. Elle les ignora tous. Ce qui comptait maintenant, ce n'était pas ce que les gens disaient. C'était ce qu'elle n'avait plus besoin de prouver. Quand Myriam rentra dans la maison, elle lui parut étrangère, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce elle avait changé. Le salon était toujours agencé de la même manière, mais le silence ne se moquait plus d'elle. Il semblait paisible. Elle laissa tomber ses clés sur la console et se dirigea vers la cuisine, s'arrêtant pour passer la main sur le comptoir où elle avait autrefois pleuré, seule, essayant de comprendre la trahison. Maintenant, le silence ne contenait plus de fantômes. Il était, tout simplement. Elle ouvrit les fenêtres et laissa entrer l'air, frais et non filtré. Les rideaux bougeaient comme des vagues, et pour la première fois, les murs ne semblaient plus se refermer sur elle. Elle se promena lentement de pièce en pièce, observant, sans pleurer. Chaque espace avait un souvenir, mais il n'avait plus de pouvoir sur elle. Dans leur ancienne chambre, elle se tint au pied du lit. L'odeur de son eau de Cologne avait disparu. Elle avait lavé les draps, remplacé les oreillers.
Elle s'assit et ouvrit le tiroir de son côté, maintenant le sien, et y plaça le dossier rouge. Il n'avait pas besoin de rester visible. Il avait rempli sa fonction. Alors qu'elle se relevait, son reflet dans le miroir de l'armoire attira son attention. Elle paraissait plus grande, non pas en taille, mais en présence. Il n'y avait pas d'amertume sur son visage, juste un savoir tranquille. Elle retira ses chaussures et marcha pieds nus sur le sol poli, souriant faiblement en passant devant le couloir où Eliana avait autrefois fait ses premiers pas. Ce souvenir restait. Celui-là, elle le garderait. La maison n'était plus une prison. C'était une toile, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre de tout repeindre. Cela a commencé par un message, une courte ligne clignotant sur l'écran de son téléphone. « On peut parler ?» C'était Daniel. Elle le fixa longuement avant de verrouiller l'écran. Quelques minutes plus tard, son téléphone sonna. Son nom s'illumina en gras. Elle le laissa sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il sonna à nouveau. À la troisième tentative, elle répondit, non par curiosité, mais pour clore le chapitre. « Myriam, dit-il, sa voix basse, presque méconnaissable. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Elle resta silencieuse. « Tout a dérapé, continua-t-il. J'ai fait des erreurs. Je pensais que tu ne te battrais jamais. Je t'ai sous-estimé. Je me suis juste. Je me suis perdu quelque part. » Myriam parla enfin. « Non, Daniel. Tu ne t'es pas perdu. Tu t'es révélé. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis il dit, « On peut se voir, juste pour parler ? Je veux arranger les choses. Peut-être pas pour nous, mais pour le souvenir de ce que nous avions. » Myriam inspira lentement. « Il n'y a plus rien à réparer, Daniel. Pas parce que je te déteste, mais parce que j'ai guéri au-delà de ce que tu as jamais vu. » Il essaya à nouveau. « Tu as toujours été plus forte que je ne le pensais. » Elle eut un sourire amer. « Tu n'avais pas besoin de me reconnaître ce mérite. Tu avais juste besoin de me voir. » Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, elle mit fin à l'appel. Puis elle bloqua son numéro. Il n'y eut aucune satisfaction, aucune musique dramatique, juste la paix. Calme, douce et finale. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel. Elle avait passé des années à attendre qu'il la choisisse, qu'il se souvienne d'elle, qu'il la respecte. Mais maintenant, elle réalisait enfin qu'elle avait toujours été suffisante. Il n'était simplement pas assez homme pour le voir. C'était un samedi matin tranquille lorsque Myriam entendit le bruit de pas feutrés dans le couloir. Eliana sortit de sa chambre, toujours en pyjama, sa poupée serrée dans une main et un air curieux sur le visage. Elle se frotta les yeux et demanda, « Maman, on va quelque part aujourd'hui ?» Myriam se tourna du comptoir de la cuisine où elle coupait des fruits et sourit. « Pas aujourd'hui, mon bébé, nous restons à la maison. Juste nous deux. » Eliana hocha la tête, puis pencha la tête. « Est-ce que papa va rentrer maintenant que tu es allé dans le grand bâtiment avec le juge ?» Myriam se figea un instant, puis s'accroupit à la hauteur des yeux de sa fille. « Ma chérie, » dit-elle doucement en écartant une boucle du front d'Eliana. « Papa ne reviendra pas vivre avec nous. Mais nous allons bien, nous allons plus que bien. » Eliana cligna des yeux. « Alors, c'est juste toi et moi maintenant ?» Myriam enlaça sa fille dans ses bras. « Oui, et c'est plus que suffisant. » Elles passèrent la journée ensemble sans télévision ni bruit, juste des rires et des moments de calme. Myriam apprit à Eliana à plier les vêtements, à pétrir la pâte, à chanter la berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois. Dans l'après-midi, elles s'assirent par terre dans le salon, entourées de crayons de couleur et de papier blanc. Eliana commença à dessiner une maison avec deux silhouettes à l'intérieur, une grande femme et une petite fille se tenant la main. « C'est nous, » dit-elle fièrement en montrant le croquis. « Juste toi et moi, et cette fois on sourit. » Myriam sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle la retint. « Oui, mon bébé, c'est vrai. » Plus tard, alors qu'elle bordait Eliana, la petite fille murmura, « Maman, tu as l'air heureuse aujourd'hui. » Myriam l'embrassa sur le front. « C'est parce que je le suis. » Les yeux d'Eliana pétillèrent. « C'est parce que tu es libre maintenant ?» Myriam s'arrêta, stupéfaite par l'innocence et la précision de la question. Puis elle sourit. « Oui, mon amour, je suis libre. Et toi aussi. » Cette nuit-là,
alors qu'elle était allongée dans son lit, la maison n'était plus silencieuse de perte. Elle était silencieuse de paix. La guerre était finie, et de ses cendres, quelque chose de doux avait commencé. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux alors que Myriam entrait dans son bureau à la maison avec une tasse de thé frais. Elle avait fait le ménage, remplacé la photo encadrée de son mariage par une peinture qu'Eliana avait faite. Son bureau était propre. Son ordinateur portable était ouvert. Et pour la première fois depuis des années, elle s'y assit non pas comme quelqu'un faisant le travail invisible derrière le rêve de quelqu'un d'autre, mais comme la propriétaire légitime de son propre destin. L'entreprise avait été officiellement transférée à son nom. Des emails avaient commencé à arriver, des investisseurs, d'anciens clients, même d'anciens membres du personnel exprimant leur admiration. Mais Myriam ne se pressait pas. Elle ne cherchait pas l'approbation. Elle avançait à son propre rythme maintenant, selon ses propres termes. Elle ouvrit un document vierge et commença à taper des notes pour un projet qu'elle avait imaginé il y a longtemps, mais jamais exprimé. Ses doigts bougeaient avec confiance, pas avec urgence. Elle ne devait de la vitesse à personne. Elle se devait à elle-même de l'intention. Au milieu de son ébauche, la porte grinça et Eliana passa la tête. « Je peux m'asseoir avec toi pendant que tu travailles ?» demanda-t-elle, un livre à la main. Myriam lui désigna le siège à côté d'elle. « Toujours. » La petite fille grimpa sur la chaise et ouvrit son livre de comptes, jetant de temps en temps des coups d'œil à l'écran de sa mère. Myriam la regarda et sourit. « Tu sais quelque chose ?» dit-elle en interrompant sa frappe. « Tu m'as aidé à me souvenir de qui je suis. » Eliana pencha la tête. « Tu avais oublié ?» Myriam hocha lentement la tête. « Pendant un moment. Mais maintenant je me souviens. Je suis forte. Je suis intelligente. Et je ne laisserai plus jamais personne m'effacer. » Eliana hocha la tête sérieusement, comme si elle mémorisait les mots pour plus tard. Dehors, les oiseaux chantaient dans les arbres, et l'odeur de la terre après la pluie flottait par la fenêtre ouverte. C'était calme. Non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que la vérité n'avait plus besoin de crier. Myriam n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle s'était réappropriée, morceau par morceau, discrètement, farouchement. Et maintenant, dans ce silence qu'elle craignait autrefois, elle trouvait le son de sa propre voix, stable, sûre, et enfin entendue. Voici le verset biblique de l'histoire, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14h14. Ce verset fait écho à la force tranquille de Myriam tout au long de l'histoire. Bien qu'elle ait été sous-estimée, réduite au silence et trahie, elle a patiemment rassemblé la vérité et a laissé la justice parler pour elle. Son silence n'était pas de la faiblesse. C'était une puissance attendant le bon moment pour être vue. Morale de l'histoire, le silence n'est pas une reddition. C'est parfois la préparation de la vérité. L'histoire de Myriam nous apprend que la dignité ne rugit pas toujours. Le vrai pouvoir se construit souvent dans une résistance calme et constante. La trahison peut essayer de vous effacer, mais lorsque vous vous tenez fermement dans la vérité, même lorsque personne ne vous croit, la justice trouvera toujours son chemin. Laissez vos actions parler là où les mots échouent. Laissez vos preuves émerger quand ils s'attendent à votre silence. En fin de compte, la vérité n'a pas besoin de crier pour gagner. Elle a juste besoin de se tenir debout. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.